C'est-à-dire que l'œuvre a sa forme propre, son autorité propre, c'est pas nous qui allons la voir, c'est elle qui nous force à aller la voir. Et d'ailleurs, ça marche du point de vue économique. Il y a des millions de personnes qui vont voir. Pourquoi? Parce que elle ne peut jamais être complètement comprise et elle crée une sorte de dette symbolique. Une addiction, si vous préférez, on y revient. Et il y a des... De la même façon que les enfants demandent qu'on leur raconte toujours la même histoire, il y a des musiques ou des livres qui vous requièrent et qui, d'une certaine façon, c'est pas vous qui les constituez, c'est eux qui vous constituent. Et ça fait partie du patrimoine personnel, de l'histoire personnelle de tout un chacun. Mais alors c'est un collectif d'artistes, de critiques, qui à un moment donné, au sein d'une société, désigne une œuvre parmi d'autres comme étant l'œuvre de référence ou de... Oui. Comment ça se passe? C'est ça qui est difficile à comprendre pour plein de gens. Je vais vous épargner la liste des Goncourt que tout le monde a oublié. Hein, c'est une question ouverte, hein, c'est-à-dire il y a un conformisme académique à tout moment et nous avons du mal, nous les ultramodernes, à nous rendre compte que beaucoup d'œuvres qui nous entourent sont liées à ce conformisme avant-gardiste. Bon, il n'y a qu'à mesurer la vitesse de progression des visiteurs dans les musées d'art contemporain. Bon, les gens avancent parce que ce sont des œuvres très souvent immenses, décoratives, mais qui ne sont pas faites pour véritablement retenir l'intention, mais pour s'imposer momentanément, voire être séduisante en photo. En architecture, il y a beaucoup de constructions qui sont faites pour les revues d'architecture. Bref, là, il n'y a pas de réponse. Chaque époque a ses marottes. Bon, Chamfort, que nous lisons pour ses maximes inédites de son vivant, a été célèbre pour des tragédies que personne n'ouvre. Ça, c'est... Il y a une histoire du goût, bien entendu, mais je ne voulais pas centrer la question sur le goût, mais sur la notion d'œuvre elle-même en tant qu'elle est différente du produit ou de l'objet quelconque. C'est ça qui est assez mystérieux. Et pourquoi? Parce que l'élaboration artistique, la stylisation, c'est quelque chose qui est encore... encore mal compris d'une certaine manière. Et cette stylisation fait que l'œuvre n'est plus interchangeable et elle obtient une singularité complète par rapport aux autres objets empiriques. Ce n'est pas un objet parmi d'autres, c'est d'ailleurs ce que Benjamin appelait d'une façon assez vague mais suggestive son aura. Qu'est-ce qui fait que certaines choses nous paraissent nimbées d'un aura? Est-ce que finalement l'œuvre obtient son statut d'œuvre par elle-même? C'est ce que je voulais suggérer. C'est-à-dire que à la fois par sa complexité et par sa simplicité. Elle est ouverte, mais elle ne peut jamais être complètement comprise. Et c'est pour ça qu'elle devient un classique, parce qu'on veut la relire, et dans le cas d'un livre, par exemple, aux différentes époques de la vie, on va y voir des choses différentes à toutes les lectures. C'est la même chose, vous lisez Proust une fois, quand vous avez fini, la lecture vous a transformé d'une certaine manière, et donc, si vous recommencez, vous allez le relire d'une autre manière. Il y a d'ailleurs un colonel danois qui a traduit 2 fois à la recherche du temps perdu. Je comprends ça parfaitement.